je vais demander à Bruno Ambroise de venir me rejoindre. Bruno Ambroise donc, est philosophe chargé de recherche au CNRS et il va nous parler de la promesse. À quoi et en quoi nous engagent nos promesses? Retour sur l'efficacité de la parole en général et de la promesse en particulier. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Enchanté. J'y vais. Bien. Merci Paul Loum, merci de cette invitation. Je précise tout de suite que je ne suis pas complètement à l'aise avec le cadre et le lieu de mon intervention, puisque je suis philosophe du langage et je n'ai pas l'habitude de faire d'éthique du tout. Alors, certains de mes sujets croisent des questionnements éthiques et c'est la raison pour laquelle, si j'ai bien compris, on m'a convié ici. Et je travaille à l'origine sur la théorie des actes de parole, les speech acts, c'est-à-dire un lointain dérivé de ce qu'on appelle les performatifs. Et un exemple central de la théorie des performatifs, c'est la promesse. C'est même l'exemple central. Et je vais donc vous parler de la promesse, avec un titre ronflant, « À quoi et en quoi nous engagent nos promesses ?» Alors, du point de vue historique et conceptuel, ce que je viens de dire, la promesse a joué un rôle majeur dans la théorie des actes de parole. Alors, c'est speech act theory, donc on peut le traduire par acte de parole, acte de discours, acte de langage. Vous verrez les trois termes dans les traductions françaises. Et cette théorie, juste pour un bref rappel, elle a montré que le langage sert avant tout à faire des choses et pas seulement à en dire, en mobilisant les exemples connus que sont promettre, marier, baptiser, donner des ordres, abdiquer, déclarer la guerre ou déclarer son amour. Ce sont autant de choses qu'on fait et non pas seulement des choses qu'on dit. Et la promesse semble, pour sa part, avoir une caractéristique intrinsèque assez universellement reconnue qui vient précisément excéder ce qu'on pourrait appeler l'aspect descriptif du langage, l'aspect purement sémantique, puisque la promesse est assez naturellement considérée comme étant un acte à travers la réalisation duquel un engagement est pris. Quel est cet engagement? Eh bien, c'est l'obligation prise par le locuteur de réaliser ce qu'il a promis de faire. C'est précisément sur cette création d'obligation qu'est censé reposer le caractère d'acte de parole de la promesse. Celle-ci est un acte fait par la parole, en ce sens que la dire consiste immédiatement à prendre un engagement, à prendre cet engagement de réaliser ce que j'ai dit que je ferai. C'est dire qu'on promet en s'engageant soi-même à réaliser ce qu'on a dit qu'on réaliserait. Une promesse a donc un aspect actif, ce qu'on appelle une efficacité performative dans la technique de la philosophie analytique consacrée au langage. Alors, je préviens tout de suite, je risque d'être un petit peu technique, donc n'hésitez pas éventuellement à poser des questions après. Et cet aspect actif tiendrait en fait à l'engagement pris. Or, cet engagement semble bien être, au premier égard, d'un type moral. Après tout, généralement, on considère que la promesse, par excellence, c'est quelque chose qui est un engagement moral. En témoignerait la contrainte forte que cet acte de langage, que cet énoncé exerce. Contrairement, en effet, à celui qui exprime simplement l'intention de faire quelque chose, celui qui promet endosse bien l'obligation de réaliser ce à quoi il s'engage. Pourquoi? Ils ne peuvent tout simplement pas changer d'avis. En tout cas, pas aussi simplement que celui qui a simplement exprimé une intention. D'une certaine façon, celui qui a promis est contraint de faire ce qu'il a promis. La promesse exerçant bien, semble-t-il, une force contraignante. La question qui se pose est de savoir comment cela est-il possible. Comment est-ce qu'un simple énoncé peut exercer une force contraignante sur le locuteur? Est-ce parce que ce type particulier d'engagement serait naturellement moral, comme on le pense assez communément? C'est la question que je vais poser, à laquelle je vais répondre non. Donc je voudrais revenir rapidement sur cette question qui consiste à déterminer ce en quoi consiste promettre à partir de l'idée que la parole agit, donc à partir de la théorie des actes de parole. Si vous voulez, je me situe dans ce cadre. Je commencerai par exposer la conception devenue classique, c'est-à-dire en fait dominante, et qui est une position assez typique, qui est celle de John Searle, S-E-A-R-L-E, en montrant en quoi sa conception, qui est une conception intentionnaliste, individualiste et communicationnelle, équivaut de fait à une position moraliste qui empêche de tenir ses promesses. Je chercherai alors à montrer que seule une approche conventionnaliste, telle qu'elle a pu être défendue très longtemps déjà par David Hume, puis ensuite par John Austin et enfin par John Rawls, peut rendre compte de l'efficacité spécifique de la promesse en tant qu'acte de parole.
Et ce que je voudrais essayer de soutenir pour finir, c'est qu'il faut distinguer entre l'engagement intrinsèque pris au moyen de la promesse en tant qu'acte de parole, qui relève pour sa part d'une dimension pragmatique et à ce titre conventionnelle, et l'engagement moral qu'on peut certes prendre par son moyen, mais comme au moyen de tout autre acte de parole. Autrement dit, les thèses que je vais soutenir, c'est que la promesse ne se distingue pas du point de vue moral de tout un ensemble d'autres actes de parole, elle est exactement sur le même plan. Mon premier point vise donc à expliciter ce qu'on comprend généralement par l'acte de parole de promesse comme étant un acte à la fois conventionnel et intentionnel, et je vais revenir sur le rôle souvent central qu'on donne à ce qu'on appelle la clause de sincérité. Alors, pour repartir du début, sachez que selon tous les théoriciens des actes de parole, que ce soit Austin, l'initiateur, ou Searle, l'héritier autoproclamé, une promesse n'est un acte de parole que parce qu'elle a des effets. Effectivement, un acte se détermine par les effets qu'il est susceptible de produire, et ces effets seraient dus à certaines conventions. Pour Austin, qui est donc à l'origine de l'idée, c'est lui qui a découvert, vous savez, les fameux performatifs, et donc le concept d'acte de parole, bien pour lui, une promesse ne peut être un énoncé performatif et comme tel avoir des effets. En l'occurrence, l'effet, c'est la création de l'obligation de la respecter, que si les conditions suivantes sont satisfaites. J'énumère les conditions, c'est technique, peu importe. Donc il y a pour Austin 6 conditions. Première condition, c'est l'idée qu'il doit exister une procédure conventionnelle, reconnue et acceptée, qui a un certain effet conventionnel. Par ailleurs, il faut que dans chaque cas, les personnes et les circonstances particulières soient celles qui conviennent. La procédure doit être exécutée par tous les participants à la fois correctement et intégralement. Et la procédure suppose chez ceux qui recoulent à elle certaines pensées ou certains sentiments. Je vais m'arrêter là, c'est page 49 de la traduction française qui s'appelle « Qu'en dire, c'est faire ». Donc, la promesse étant, selon Austin, ce qu'il appelle un acte de parole promissif, dont l'objet, je le cite, est d'engager le locuteur à adopter une certaine conduite, elle doit satisfaire l'ensemble des conditions que je viens d'énumérer, ou plus exactement, les conditions particulières qui valent pour la promesse, puisque Austin va dégager des conditions spécifiques pour chaque type d'acte de parole. Bien sûr, promettre, ça n'est pas la même chose qu'ordonner, que déclarer la guerre, que déclarer son amour, etc. Il y a des conditions spécifiques pour chaque acte de parole. Et l'idée, c'est qu'elle doit remplir ces conditions afin de réussir comme énoncé performatif, et ainsi mettre au jour l'effet particulier qui consiste à engager le locuteur à faire certaines choses. Et donc, en ce sens, une promesse doit bien être accomplie en fonction de certaines conventions pour prendre effet, puisque ce sont les conventions spécifiques de ce type d'acte qui établissent que la création de cette obligation fait partie de l'acte, comme son effet. Or, Searle, qui intervient une quinzaine d'années plus tard, va reprendre le projet austinien d'une typologie des actes de parole dans laquelle la promesse occupe un rôle central, et il va donner un rôle déterminant aux intentions, ce qui semble après tout assez naturel. Vous avez vu que dans la citation précédente, l'intention n'intervient pas vraiment, elle intervient vaguement comme ces états mentaux qui sont susceptibles d'intervenir de manière concomitante à l'énoncé. Mais Searle va donner un rôle déterminant aux intentions, puisque si, selon lui, tout acte de parole est bien accompli selon ce qu'il appelle des règles constitutives qui sont conventionnelles, il insiste sur 2 autres conditions qu'il va appeler la condition de sincérité et la condition essentielle. La condition de sincérité pour une promesse, ça vous semble tout à fait banal. Alors, par ailleurs, si le point de vue de Searle n'est pas immédiatement moral, et il s'en défend régulièrement, il va s'en rapprocher justement en donnant un poids essentiel aux intentions du locuteur. Pourquoi ? Parce que sa position consiste à faire reposer en définitive l'engagement pris lors de la promesse sur une décision personnelle de celui qui promet, laquelle repose à son tour sur l'intention d'être engagé par la promesse. Alors, voici la définition que Searle donne de la promesse. En fait, j'avais préparé un petit PowerPoint pour vous donner la définition parce qu'elle est très technique. Je vais essayer de la dire pas trop rapidement. Pour ceux que ça intéresse, c'est page 102 de la traduction française des actes de langage de Searle. Donc, j'y vais. Si un locuteur L prononce la phrase T en présence d'un auditeur A, T étant employé littéralement, L fait à A la promesse sincère et sans défaut P si les conditions suivantes sont remplies. Ce qui m'intéresse, c'est les conditions que Searle énumère. Conditions, il y en a tout un ensemble. Et ce qui m'intéresse, c'est les conditions 6 et 7.
Condition 6, L, le locuteur, a l'intention d'effectuer C. La différence entre... Donc c'est une action qu'on doit réaliser plus tard. Il précise la différence entre promesse sincère et promesse non sincère réside en ceci. Dans le cas des promesses sincères, le locuteur a l'intention d'effectuer l'acte promis. Dans le cas des promesses non sincères, il n'a pas l'intention de l'effectuer. J'appellerai cette condition la condition de sincérité, qui semble à première vue très banale. Condition 7, l'intention de L est que l'énoncé de T le mette dans l'obligation d'effectuer C. Il commente ainsi la caractéristique essentielle d'une promesse et qu'elle consiste, pour le locuteur, à contracter l'obligation d'accomplir un certain acte. Il est cependant clairement nécessaire d'avoir cette intention pour faire une promesse, car si un locuteur peut démontrer qu'il n'avait pas cette intention en prononçant telle phrase, il peut alors prouver qu'il ne s'agirait pas d'une promesse. Point essentiel de l'argumentation de Searle. J'appelle cette condition, nous dit Searle, la condition essentielle. Donc, dans cette analyse, vous voyez, Searle distingue entre promesse sincère et promesse insincère, ce qui semble, là encore, du tout venant. La promesse insincère serait celle qui est faite quand je n'ai pas l'intention de la faire. Sauf que Searle ajoute un second niveau d'intention qui reste problématique. Car, suivant cette analyse, si je n'ai pas la fameuse intention dénotée en 7, d'être obligé par ma promesse quand je promets, alors je ne promets pas vraiment. Puisqu'en effet, ce qu'il appelle la condition essentielle consisterait en ce qu'il devrait exister chez moi une intention par laquelle je prends l'obligation de faire ce qui est promis, laquelle obligation je prends en disant que je vais le faire, eh bien, il semble que l'engagement véritablement promissif soit en réalité pris au niveau intentionnel et n'existe pas si rien ne se passe à ce niveau. C'est-à-dire si je n'ai pas l'intention d'être engagé par ma promesse. Pour résumer les choses, si je n'ai pas dans ma tête l'intention concomitante à mon énoncé de faire une promesse, alors mon énoncé ne servirait à rien. Autrement dit, la présence d'une intention dans la tête, où vous voulez qu'elle soit, donc la présence de cette intention semble être requise pour rendre compte de l'engagement pris. Or, une telle caractérisation mène assez naturellement à une conception morale de la promesse, en faisant dépendre son efficacité de la bonne foi du locuteur. En effet, en raison du cadre étroitement mentaliste et subjectiviste de Searle, celui-ci ne peut en venir qu'à bâtir une théorie morale de la promesse qui semble essentiellement rendre compte en fait des promesses sincères. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit, Searle souhaite distinguer les promesses sincères des promesses insincères. Et une théorie qui n'y parviendrait pas serait une théorie vide. Sauf que là, en fait, le problème, c'est qu'il le fait au moyen d'une caractérisation intentionnelle des promesses. Une promesse sincère, c'est une promesse réalisée par quelqu'un qui a l'intention de réaliser l'action promise, alors que la promesse insincère est réalisée par quelqu'un qui n'a pas l'intention d'accomplir l'action promise. Sauf que, bien sûr, une promesse insincère d'une promesse sincère ne se distingue pas en tant que telle sur son visage. Et donc, il ajoute qu'il faut bien rendre compte que dans les deux cas, une obligation est prise par la personne qui promet, de telle sorte que les promesses insincères doivent pouvoir être qualifiées de promesses, du moins formellement. C'est-à-dire une promesse insincère se présente bien comme une promesse. Il faut rendre compte de ce fait qu'une promesse insincère se présente comme une promesse sincère. Il en donne l'explication suivante. Je reprends les schémas un peu techniques de Searle. Je le cite. « En faisant une promesse non sincère, le locuteur n'a pas toutes les intentions qui correspondent à la promesse sincère. En particulier, il lui manque l'intention d'accomplir l'acte promis. Cependant, il prétend avoir cette intention. Et c'est précisément parce qu'il prétend avoir des intentions qu'il n'a pas réellement que nous décrivons son acte comme insincère. Une promesse entraîne l'expression d'une intention, qu'elle soit ou non sincère. Je formulerai ceci de la manière suivante, et en fait il modifie les fameuses conditions qu'il a énumérées tout à l'heure, et il en vient à poser la condition 6a. L'intention de L est que l'énonciation de T le rendra responsable de son intention d'effectuer C. Autrement dit, afin d'expliquer le fait que les promesses qui ne remplissent pas la condition de sincérité telle qu'il l'a définie et encore la force apparente de la promesse, Searle considère qu'il faut recourir à un second type d'intention. C'est l'intention d'être rendu responsable d'avoir l'intention de faire quelque chose en énonçant une promesse. Je répète, l'intention d'être rendu responsable d'avoir l'intention de faire quelque chose en énonçant une promesse. Dès lors, vous le voyez,
un engagement est toujours pris au moyen de la promesse, de l'énoncé de promesse, même lorsque le locuteur n'a pas l'intention de tenir sa promesse. Mais l'engagement est pris à un second niveau intentionnel. Pour le dire autrement, l'engagement n'est pas pris à l'égard de l'action envisagée, mais à l'égard de l'intention de la réaliser, qui est exprimée par le locuteur au moyen de l'énoncé de promesse. Ainsi, vous le voyez, selon cette conception, toute la charge de l'engagement propre à l'acte de parole qu'est la promesse repose uniquement sur des niveaux intentionnels de second niveau. Ce qui m'engage alors, c'est bel et bien l'intention concomitante à l'énonciation d'une promesse. Où l'on revient en fait, où l'on parvient, mais où l'on revient à une conception du sujet, au sens philosophique traditionnel, totalement souverain et indépendant des autres, lorsqu'il s'agit de décider s'il a ou non pris un engagement. Pourquoi ? Parce que, en fait, le locuteur sujet devient totalement libre d'utiliser un énoncé de promesse pour s'engager ou pas, selon l'intention qu'il a d'en faire. Et il est en fait le seul à pouvoir déterminer si la promesse qu'il a faite est ce qu'on appellera une vraie promesse, c'est-à-dire est une promesse vraiment sincère, ou n'est pas une promesse vraiment sincère. Tout cela dépendant en fait de l'intention ou pas d'être engagé au moyen de l'énonciation de l'énoncé de promesse. On se rend donc compte que, selon Searle, et c'est l'analyse dominante, ultra dominante, donc selon Searle, rien dans ce qui est littéralement exprimé dans la promesse, rien dans l'usage de celle-ci, ni dans les circonstances dans lesquelles elle est dite, ne joue un rôle important dans son efficacité, c'est-à-dire dans son caractère engageant, puisque même si j'exprime bien linguistiquement mon intention de tenir ma promesse, il m'est toujours possible de ne prendre par là aucun engagement, dès lors que je n'ai pas dans ma tête ou dans mon fort intérieur l'intention correspondante. Je peux donc utiliser l'énoncé de promesse sans pour autant m'engager, car l'effet proprement normatif de la promesse résiderait à un niveau intentionnel individuel et non pas vraiment au niveau conventionnel, pourtant avéré par Searle. En ce sens, tout engagement promissif dépend bien de la bonne foi du locuteur qui promet. J'en viens à mon deuxième point sur les problèmes que pose cette caractérisation intentionnelle. En fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette analyse de la promesse, en donnant un poids déterminant aux éléments intentionnels, introduit en fait subrepticement la morale dans l'analyse du fonctionnement normal des actes de parole, puisque, en gros, l'énoncé engageant de la promesse, le caractère engageant de la promesse dépend de la bonne foi du locuteur qui utilise la promesse. Or, elle rencontre, cette analyse, plusieurs difficultés. Premièrement, elle devrait nécessiter un critère qui permette de distinguer entre les vraies promesses, celles qui engagent, et les fausses promesses, celles qui n'engagent pas. Sauf que, vous l'avez compris, elle recherche ce critère dans les intentions du locuteur. Dès lors, et c'est un problème, elle rend indistinguables les vraies promesses des fausses promesses, puisque, en effet, ce qui est censé distinguer l'énonciation de T comme promesse engageante ou sincère de la même énonciation de T comme promesse non engageante ou insincère, c'est la présence, dans l'esprit du locuteur, de son intention d'être engagé par son énoncé de promesse, ce que j'ai appelé l'intention de second niveau. Il ne s'agit donc pas d'une différence dans l'énonciation ou dans la matérialité de l'acte, ni même dans ce qu'elle dit, mais d'une différence dans la façon dont le locuteur considère l'énonciation qu'il réalise, soit comme engageante, soit comme non engageante. Pour le dire rapidement, on peut dire qu'il s'agit d'un engagement de type moral que le locuteur prend vis-à-vis de l'énoncé qu'il tient. Dans un cas, il a vraiment l'intention de s'engager à faire ce qu'il dit, et cette intention l'engage vis-à-vis de ce qu'il a dit qu'il fera. Dans l'autre cas, il serait seulement engagé vis-à-vis de l'expression de son intention de faire ce qu'il dit. Je le cite, « L'intention de L est que l'énonciation de T le rendra responsable de son intention d'effectuer C, même s'il n'a pas l'intention de faire C. » C'est-à-dire s'il n'est pas sincère au sens de Searle. À ce moment, donc dans ce moment qui est insincère, le locuteur a bien l'intention d'être responsable de quelque chose, et il prend donc bien un type d'engagement, mais pas l'engagement de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Autrement dit, il est toujours possible que le locuteur n'ait pas l'intention de second ordre d'être engagé par l'énonciation de la promesse. Mais rien, c'est le problème, ne permet alors plus de distinguer entre une véritable promesse engageante d'une fausse promesse, sinon l'intention du locuteur,
qui, à en suivre la définition donnée par Searle lui-même, est inobservable et ne peut pas l'être. Par conséquent, personne d'autre que le locuteur ne peut jamais savoir si une promesse donnée est véritablement engageante. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer un minimum ce point. Supposons que je dise à Sophie « Je te promets de ne pas boire ce soir ». Selon l'analyse searlienne, l'engagement pris au moyen de cette énonciation dépend de l'intention éventuelle qui l'accompagne ou qui est exprimée par elle. Si ma promesse est sincère, alors, par hypothèse, j'ai l'intention de tenir ma promesse qui, en l'occurrence, est exprimée par mon énoncé. C'est-à-dire, j'ai bien l'intention de ne pas boire ce soir, qui est exprimée au moyen de ma promesse, qui est par conséquent sincère. J'ai dès lors pris un engagement typiquement moral. Si par contre ma promesse n'est pas sincère, alors je n'ai aucune intention de faire ce que j'ai promis, même si j'ai bien également exprimé cette intention au moyen de ma promesse. J'ai bien exprimé l'intention de ne pas boire ce soir. Mais pourtant, je n'ai pas l'intention de second ordre de tenir cette intention. Autrement dit, j'ai encore l'intention d'être engagé par l'expression insincère de mon intention de tenir ma promesse. Dans ce cas, selon Searle, une obligation est bien générée, mais qui n'est pas morale, puisqu'elle concerne une promesse insincère. Donc dans les deux cas, dans le cas sincère et insincère, ce qui est censé être engageant, c'est l'intention d'être engagé par la promesse, à savoir l'intention de faire une promesse, mais pas nécessairement de la tenir. Mais comment une telle intention peut-elle créer une obligation si personne ne peut jamais être certain qu'elle est bien présente ? En effet, en faisant une promesse à Sophie, je peux avoir, comme ne pas avoir, l'intention d'être engagé par ma promesse, finalement, quoi que je lui dise. Je peux lui dire n'importe quoi, de toute façon, c'est moi qui, en dernière instance, vais décider si ma promesse est engageante ou pas, puisque c'est moi qui décide si j'ai ou non l'intention de second ordre qui détermine cette sincérité. Je puis être en fait totalement insincère quant à mon intention de prendre un engagement, de telle sorte, en fait, que Sophie n'a strictement aucune raison de croire en mon engagement, pourtant exprimé par ma promesse, sauf si elle me fait une confiance aveugle et peut-être erronée. Sauf qu'on se demande alors, dès lors, pourquoi il y aurait encore une telle convention linguistique de la promesse ? Pourquoi est-ce que les êtres humains auraient-ils institué l'acte de parole de la promesse s'il avait pour seul but d'exprimer une intention et si l'engagement qu'il génère ne dépend que de la résolution du locuteur ? En fait, on ne voit pas ce qui distingue la promesse de la simple intention de faire quelque chose. En fait, on s'aperçoit qu'en proposant une conception intentionnaliste de la promesse, qui donne à son efficacité un aspect intrinsèquement moral, la théorie de Searle aboutit à ce résultat paradoxal. On ne peut jamais savoir si un locuteur donné prend un engagement en faisant une promesse, puisqu'il peut très bien ne pas avoir les intentions requises, ou toujours prétendre rétrospectivement qu'il ne les a ou ne les avait pas. Donc on peut toujours se défaire finalement de sa promesse. Et donc ici, en fait, l'objection classique de Hume peut à nouveau valoir, je cite Hume, « L'acte spirituel exprimé par une promesse n'est pas la résolution de quoi que ce soit, car cela seul n'impose aucune obligation. » Autrement dit, si l'engagement pris au moyen d'une promesse ne dépendait que d'une décision intentionnelle, alors ce ne serait nullement un engagement, car on ne s'oblige pas soi-même. Et en fait, c'est un reproche qui, très ironiquement, avait déjà été adressé par Austin lui-même à ce qu'on peut appeler les théories mentalistes de la promesse, lorsqu'il remarquait, donc dès les années 50, c'est-à-dire 20 ans avant que Searle écrive sa théorie, la chose suivante, je le cite. « Il nous arrive souvent d'avoir l'impression que le sérieux des mots leur vient de ce qu'ils ont été prononcés seulement comme le signe extérieur et visible d'un acte intérieur et spirituel, signe commode dont le rôle serait de conserver les traces de l'acte ou d'en informer les autres. Dès lors, le pas est vite franchi qui mène à croire ou à supposer, sans s'en rendre compte, que dans bien des cas, l'énonciation extérieure est la description vraie ou fausse d'un événement intérieur. C'est ainsi que « je promets de m'obligerai », l'énonciation enregistrerait mon acceptation spirituelle de chaînes non moins spirituelles. Et il ajoute « Il est réconfortant d'observer combien, dans ce dernier exemple, l'excès de profondeur, ou plutôt de solennité, ouvre la voie à l'immoralité. Car celui qui dit « promettre ne consiste pas seulement à prononcer certains mots, c'est un acte intérieur et spirituel », sera sans doute considéré comme un moraliste dont le sérieux contraste avec l'esprit superficiel d'une génération de théoriciens. Pourtant,
La précision et la moralité sont toutes deux du côté de celui qui dit tout simplement « notre parole, c'est notre engagement ». Autrement dit, Austin va s'opposer de manière violente à Searle, puisqu'il souligne que c'est seulement ou la seule énonciation de la promesse, en ce qu'elle est publique, qui est responsable de l'engagement qui s'ensuit, et il s'attaque à l'idée voulant qu'une doublure mentale soit responsable de cet engagement. Alors, je vais passer sur mon deuxième point, je vais juste vous le résumer rapidement. C'est que, en fait, si vous voulez qualifier tout énoncé d'acte de parole, vous devez pouvoir considérer que l'acte a des effets. Et pouvoir considérer que l'acte a des effets, c'est pouvoir mesurer ces effets. Autrement dit, c'est pouvoir considérer que l'acte de parole est un acte en ce sens qu'il modifie d'une façon ou d'une autre le monde dans lequel il intervient. Et effectivement, si vous prenez l'exemple du mariage, le monde n'est plus le même avant et après le mariage. L'acte de parole de mariage a bel et bien modifié le monde, même si c'est du point de vue institutionnel. De la même façon, l'acte consistant à déclarer une guerre modifie le monde. La guerre est déclarée et tout un ensemble de droits et d'obligations vont s'en suivre. C'est la même chose avec la déclaration d'amour, c'est la même chose avec l'ordre, avec tout ce qu'on appelle les actes de parole. Eh bien, si vous voulez considérer que la promesse est véritablement un acte de parole, vous devez considérer qu'il a des effets en ce sens qu'il modifie le monde. En l'occurrence, si je reprends l'analyse que j'ai offerte tout à l'heure, la modification du monde, elle vient dans l'engagement pris par le locuteur lorsqu'il a promis. Autrement dit, il y a quelque chose de créé qui est l'engagement pris par le locuteur. Or, si on suit l'analyse classique donnée par Searle, si on la suit à la lettre, la seule chose dans laquelle réside cet engagement pris, c'est dans la reconnaissance de l'intention de second ordre du locuteur. Or, on ne voit pas en quoi une intention de second ordre viendrait modifier quoi que ce soit dans le réel, et on ne voit pas non plus en quoi la reconnaissance de cette intention de second ordre viendrait modifier le réel, en tout cas le modifier suffisamment pour créer quelque chose comme un engagement, c'est-à-dire pour créer quelque chose comme une obligation qui pèse sur le locuteur. Précisément à cause de la remarque de Hume tout à l'heure, vous pouvez faire tous les actes mentaux que vous souhaitez, aucun de ces actes mentaux ne va vous engager parce que vous pouvez toujours vous défaire de l'acte mental que vous avez eu. Et puis vous pouvez toujours nier le fait que vous l'ayez eu. Autrement dit, vous pouvez toujours clamer autant d'intentions, sincères ou pas, que vous êtes supposé avoir, ça ne produit aucun engagement parce que ça ne produit aucune contrainte qui pèserait sur vous. Donc, l'analyse de ce type, c'est-à-dire une analyse qui fait reposer toute l'obligation sur la reconnaissance supposée de niveau intentionnel, d'une part, elle n'engage à rien, et d'autre part, elle fait perdre même la pertinence de l'analyse en termes d'acte de parole. Donc pour moi, c'est un vrai problème, puisqu'on perd à la fois le caractère singulier et très éclairant de l'analyse en termes d'acte de parole, et on perd du même coup l'engagement qui est censé être pris par la promesse. C'est pourquoi je considère que la véritable solution, la véritable analyse, ce n'est pas une solution, c'est l'analyse correcte de la promesse, doit être celle qu'Austin proposait dès le début des années 50, qui est prolongée de nos jours, enfin qui fut prolongée ensuite, qui est une solution radicalement conventionnaliste. Alors ça peut vous surprendre parce que quand on dit solution radicalement conventionnaliste, on semble perdre l'aspect moral immédiatement de la promesse. Or, oui, on va perdre cet aspect moral de la promesse, mais on ne va pas perdre l'aspect engageant. Autrement dit, ce que je vais essayer de faire, c'est distinguer l'aspect engageant de l'aspect moral. Donc, c'est mon troisième point. Donc, l'argumentation précédente vise en fait à militer pour l'introduction d'un tiers qui vient garantir le caractère engageant, c'est-à-dire la force de l'engagement caractéristique de la promesse. Les réflexions précédentes nous invitent en fait à considérer que le caractère proprement normatif de la promesse dérive de sa définition conventionnelle. Dans le cadre austinien que je vous ai cité au tout début, en fait, le caractère normatif dérivait de la première condition qu'il avait donnée. C'est-à-dire cette condition selon laquelle il doit exister, je rappelle, une procédure conventionnelle acceptée ayant certains effets conventionnels. C'est cette perspective que je propose de prolonger ici, en reprenant d'abord les analyses de Herbert Hart, qui a lui-même étroitement collaboré avec Austin, puis les analyses de John Rawls. Et selon le philosophe du droit qui était Hart, en fait, Austin a
inventé, entre guillemets, le concept d'énoncé performatif au cours d'un séminaire commun avec Hart. Parce que précisément, c'est dans le droit qu'interviennent de manière le plus explicite ce qu'on appelle les énoncés performatifs. Et donc, selon Hart, l'obligation de faire ce que l'on promet ne dérive ni de la nature de la chose, ni de ce que serait la promesse en soi, ni des attentes et de la confiance suscitées chez autrui, mais simplement de l'usage de certaines procédures qui établissent et régulent la convention de la promesse. Ces procédures confèrent par là un certain type de pouvoir à ceux qui sont susceptibles de se lier eux-mêmes en promettant. Et l'institution de la promesse serait en fait un exemple d'institution conférant des pouvoirs. Je vous renvoie en fait à The Concept of Law, qui est l'ouvrage central de Hart. Mais cette esquisse d'analyse repose, comme on le voit, sur les notions de convention et d'institution. Elle établit que la promesse est une institution dont l'existence dépend de règles constitutives, comme les dénommera Rawls dans l'article le plus connu de Rawls, un article de 1955, qui s'appelle « Two Concepts of Rawls ». Que sont ces règles ? Que sont les règles constitutives ? Il s'agit de règles conventionnellement acceptées qui définissent de nouvelles pratiques, des pratiques qui sont donc partagées, et lesquelles pratiques ne peuvent pas logiquement exister avant ces règles. En tant que telles, ces règles sont nécessairement publiques. Tout membre d'une institution connaît les règles qui prévalent dans cette institution, c'est-à-dire les règles de la pratique ainsi définies, de telle sorte que la connaissance de ces règles donne, pour leurs praticiens, un sens aux actions réalisées au sein de cette institution et détermine ce qu'ils sont censés faire. Cela signifie que tout nouveau membre de l'institution doit en apprendre les règles pour pouvoir accomplir un coup ou un mouvement au sein de la pratique conventionnelle ainsi définie. Je cite un passage de Rawls, donc Two Concepts of Rules, page 24. C'est vraiment l'article central de Rawls. Le propre d'une pratique est qu'apprendre à s'y engager implique d'apprendre les règles qui la définissent et qu'on fait appel à ces règles pour corriger le comportement de ceux qui les pratiquent. Ceux qui s'engagent dans ces pratiques reconnaissent que les règles les définissent. Il ne faut pas considérer que les règles décrivent simplement la façon dont se comportent de fait ceux qui y sont engagés. Ce n'est pas simplement qu'ils agissent comme s'ils obéissaient aux règles. Il est donc essentiel à la notion d'une pratique que les règles soient publiquement connues et considérées comme définitives. Et il est également essentiel que les règles d'une pratique puissent être apprises et qu'on puisse s'appuyer sur elles pour établir une pratique cohérente. Donc vous le voyez, selon cette définition, on ne peut pas accomplir une des activités définies par les règles constitutives si on ne connaît pas ces règles et si on ne s'y conforme pas. Or, Rawls considère que l'acte de parole de la promesse est précisément une pratique qui est définie par le même type de règles et qui est dotée d'une force qu'il appelle commissive, c'est-à-dire une force engageante, en raison même de sa définition sociale. Je cite à nouveau Rawls, ce sera ma dernière citation. « Que promettre soit une pratique, cela va sans dire. Le montre le fait que la formule verbale « je promets » est un énoncé performatif qui présuppose l'établissement d'une pratique et de propriétés qu'il définit. Dire la formule « je promets » ne consistera à promettre que si cette pratique existe. Il est absurde de dire, par exemple, que la règle selon laquelle il faut tenir ses promesses puisse avoir émergé parce qu'on aurait découvert que, dans le passé, il était dans l'ensemble mieux de tenir ses promesses. Car si on n'avait pas déjà compris que tenir ses promesses faisait partie de la pratique elle-même de la promesse, il n'y aurait eu aucun cas de promesse. Autrement dit, le fait de promettre est rendu possible parce que l'action, en l'occurrence l'acte de parole consistant à promettre, est défini par un ensemble de conventions publiques. Et ce sont ces conventions qui définissent l'obligation prise en faisant une promesse. Une promesse est une pratique précisément définie de telle sorte que, si vous la réalisez, vous prenez une obligation, celle de la tenir. Vous ne prenez pas l'obligation de réaliser ce que vous avez dit que vous ferez, vous prenez l'obligation de tenir la promesse. Et c'est précisément parce que ces règles sont publiques que, d'une part, quiconque appartient à une communauté où la promesse est ainsi définie prend un engagement s'il promet, et deux, quiconque peut savoir si quelqu'un prend un engagement et lequel
lorsqu'il utilise certains mots, en l'occurrence les mots qui servent à promettre. En fait, accomplir un acte institutionnel suppose de manière implicite ou explicite l'invocation de la convention constitutive appropriée et implique qu'on se soumette à toutes les exigences institutionnelles que cette convention établit. Tout cela fait partie du savoir partagé, mais parfois implicite, par tous les membres de la communauté, dont le partage est une condition de leur appartenance à cette communauté. On comprend alors que c'est le respect des règles socialement reconnues qui définissent la promesse, qui confère à l'acte de parole de la promesse cette efficacité spécifique qui consiste à obliger son locuteur à tenir sa promesse. C'est dès lors en fait l'autorité sociale de l'institution de la promesse qui contraint toute personne qui promet à tenir sa promesse. Ainsi, l'obligation générée par la promesse peut être conçue comme le simple effet normatif de certaines conventions. Si l'on fait appel à certaines procédures dans un certain contexte, lesquelles correspondent à une certaine pratique conventionnellement définie, alors, en faisant appel à cette convention, on prend nécessairement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, l'engagement défini par cette convention, peu importe ma sincérité ou mes intentions. On doit alors agir et réagir comme la convention l'exige, du moins si c'est bien une promesse que l'on veut faire au moyen des énoncés qu'on utilise. Cela signifie qu'on ne peut que prendre un engagement promissif quand on fait appel à la procédure conventionnelle de la promesse. Cela ne dépend absolument pas des intentions que l'on a, mais du simple fait qu'on appartient à une société donnée dans laquelle la promesse existe et qu'on doit respecter la procédure de la promesse dans cette société. Ma conclusion, seules des conventions peuvent donc conférer aux actes de parole le type d'efficacité identifié par Austin. Ce qu'il appelle une force illocutoire, c'est un autre nom de l'efficacité performative, cette force illocutoire change le monde de telle sorte qu'on ne peut pas faire autrement que de prendre les engagements définis par les règles conventionnelles des actes de parole correspondants. Ainsi, la force d'un acte de parole dépend des conventions qu'il définissent. Et en ce sens, les effets de la promesse, les effets que cet acte produit, sont purement conventionnels. Dès lors, l'obligation de tenir sa promesse n'est pas en tant que telle une obligation morale. La force de la promesse, l'engagement qu'elle délivre, dérive plutôt du fait que toute activité communicative est une activité sociale requérant l'observance par ses praticiens de règles conventionnelles. Alors, vous allez me dire, mais qu'en est-il du caractère moral de la promesse ? Bien, cela ne signifie bien sûr pas que l'acte de parole de la promesse ne puisse pas être moral ou avoir des effets moraux. Pour l'instant, je n'ai simplement parlé de son efficacité illocutoire. Comme beaucoup d'actes de parole, on peut le considérer d'un point de vue moral et l'utiliser dans des pratiques morales pour créer des obligations de type moral. Par exemple, si je choisis de tenir ma promesse de ne pas fumer ce soir, alors, effectivement, je prends une obligation morale prise en raison de mon choix ou de ma décision, finalement, de tenir ma promesse. Vous voyez, je me situe à un autre niveau. Là, ce n'est pas la question de l'engagement qui est moral. Ça va être la question, finalement, de tenir mon engagement. Pourquoi ? Parce qu'en utilisant une promesse, en utilisant un énoncé de promesse, je suis encore libre de ne pas la tenir. Mais en recourant à l'acte de parole de la promesse, je n'ai pas le choix de prendre ou non l'engagement de la tenir. Je suis obligé de prendre cet engagement, étant donné les règles conventionnelles qui la définissent. Il existe donc au moins, j'en énumère deux, mais on peut en imaginer plusieurs, il existe donc au moins deux types d'obligations possibles en faisant une promesse. L'obligation conventionnelle et obligatoire qui réside dans le fait d'être engagé à tenir ses promesses, et l'obligation morale et optionnelle de faire ce qui est promis une fois que l'on a pris l'engagement précédent. Par conséquent, le fait moral de tenir son engagement dépend au préalable de l'obligation conventionnelle de tenir ses promesses. Merci.